C'est moi qui tire 4 autobus. 4 autobus. Je détiens 5 records mondiaux. 5 records mondiaux. Aux États-Unis, en Europe, au Japon. Tous les pays au monde. C'est moi la vedette. Tout le Québec, le Canada, le monde entier. Il dit Antonio, l'homme le plus fort au monde. Le grand Antonio. Une légende des trottoirs de Montréal. Il est décédé il y a quelques heures à l'âge de 77 ans. Il est décédé, le grand Antonio, un des hommes les plus forts du Québec. Il a été victime hier d'un arrêt cardiaque. C'est ainsi que Montréal apprenait la disparition d'un personnage de légende. Antonio Barikevich. Un bon géant comme on n'en voit que dans les contes de fées. Un original, un excentrique n'obéissant qu'à sa tête. On n'essayait pas de l'arrêter. Il n'y a pas question d'arrêter Antonio. On lui disait, tu devrais pas faire ça, mais qui va arrêter Antonio? Un homme capable d'étaler une force étonnante pour le plaisir des gens, jamais pour s'imposer, mais pour amuser, pour se faire aimer. Les enfants s'agrippaient à ses grands cheveux et puis il les faisait tournoyer comme un manège. Un homme si fort qu'il s'amusait à tirer des jeeps, des chevaux, des éléphants ou des autobus avec ses cheveux. Et si original qu'il avait fait son bureau dans un Dunkin' Donut. Il recevait même du courrier là. On a par exemple une lettre écrite par le gouverneur général du Canada adressée au Dunkin' Donuts. Le grand Antonio arrivait de loin. Il a visité bien des pays, mais c'est à Montréal qu'il a voulu établir sa légende tout au long des 50 ans qu'il y a vécu. À l'âge de 8 ans, il a déjà montré des preuves de force incroyables. Il travaillait à la pelle avec une pique, comme des travaux manuels très durs. Puis, à un très jeune âge, il était déjà capable de déraciner des arbres avec sa seule force. Et puis, ensuite, il y a des événements qui sont assez vagues. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé à travailler pour l'armée britannique. Et ceci a amené à son immigration au Canada après la guerre. Puis, il est allé à Halifax et de là-bas, il est venu à Montréal. Il travaillait au port dans le Vieux-Montréal. Ensuite, il a travaillé dans une taverne nommée Neptune dans le Vieux-Montréal. Montréal, à ce moment-là, c'est vraiment une ville ouvrière. Hein? C'est une ville ouvrière, puis c'est une ville ouvrière qui travaille dans des shops ou le long du port, parce que le port est extrêmement développé. Alors donc, c'est un endroit où la force physique est extrêmement importante. Moi, je l'ai connu en 1950. J'ai travaillé avec au Cianage, au bord de l'eau. Dans ce temps-là, ça va pas sa force. Il est allé demander du travail à la place Ville-Marie, qui était en construction. Le patron lui a dit qu'il avait assez de travailleurs. Voyant un homme qui transportait un sac de ciment, il en a soulevé 4 et a commencé à monter les escaliers. Puis on appelle ça la force du paresseux. Tu comprends? C'est-à-dire, supposons que tu es supposé transporter des poches de 100 livres. Bon, ben, il y en a un qui est plus paresseux que les autres, fait qu'il dit, ah, ben, moi, l'autre, quand même, ça va être plus vite si j'en prends 2. Fait que, il va à chaque fois à 200 livres. Et le patron, le remarquant, s'est dit, mon Dieu, t'es un homme très fort et très puissant. J'ai du travail pour toi. Mais le grand Antonio s'est contenté de l'envoyer promener. Il a tête dure, Antonio, puis il se fâchait. Il n'a jamais fait de mal à personne physiquement, mais il a engueulé beaucoup de monde. Il s'est fait vite connaître pour un homme fort, un homme très exceptionnel, un homme excentrique. Et il faisait des spectacles de carnaval, de cirque. Il tenait des hommes sur son épaule. Quand j'ai travaillé avec moi, il était à cheval, il paraissait bien. Là, il ne savait pas, il était fort de là, ça va. Dans ce temps-là, il était à peu près 200 livres. Il était bien là. Comme je dis, c'était en 1950, ça fait une bonne circus. Lorsque celui qui va devenir le Great Antonio arrive à Montréal, sans le savoir, il arrive dans un pays, le Québec, où les hommes forts sont une longue, longue tradition. À travers tout le 19e siècle, jusqu'au début du siècle, les hommes forts, c'est vraiment le spectacle important un peu partout, un spectacle aussi participatif. Mais la force, dans ce sens-là, est nécessairement quelque chose qui est lié avec un public.
Ça donne quoi d'être fort et d'arracher un arbre s'il n'y a personne pour te voir? J'avais à peu près 10 ans. Je prenais le bus sur Sainte-Catherine. Puis il y a cet immense colosse qui arrête le bus, qui demande au conducteur d'arrêter le moteur. Et puis, il a une chaîne autour du cou. Il attache sa chaîne sur le bus et il tire le bus pendant 1 rue de ville. Et ensuite, il est monté sur le bus. Et puis, chaque pas qu'il prenait, c'était genre tout le bus basculait droite, gauche, droite, gauche. Et puis, un vrai géant. Alors, pour mes yeux d'enfant, c'était une rencontre avec une sorte d'être quasiment mythique. Il s'entendait avec le chauffeur d'autobus. À midi, les étudiants venaient au coin de la rue. Le chauffeur mettait ça au neutre, puis Antonio tirait l'autobus pendant un coin de rue. Puis il faisait ça chaque midi. Il aimait beaucoup faire rire les enfants. Alors, tant qu'il arrive ici, il arrive dans une tradition, mais une tradition qui commence à battre de l'aile. Parce que il est arrivé une chose importante en 52, c'est-à-dire c'est la télévision. Alors, ces formes de spectacle-là, celles qui ne s'adapteront pas à la télévision, vont devenir de plus en plus désuètes. Il a évolué de travaux manuels qu'il a fait au début vers des choses plus dans le domaine du showbiz, la lutte, la boxe. Des années 55-56, dans le temps de la lutte au Palais des Sports, il tournait autour du Palais des Sports, puis il rentrait, il venait voir la lutte, il venait chaud, puis là, il se disait l'homme fort. Antonio, il ne voulait pas travailler avec n'importe qui. Il aurait voulu avoir un des gros hommes, puis ça fait de même, parce que lui, il était fort, puis il était capable de battre n'importe qui, puis son dire lui, battait n'importe qui, il n'a pas peur de personne. Puis après ça, ben là, Antonio, il a commencé à promoter lui-même la lutte un peu partout dans la province de Québec, là, partout, Joliette, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville, site, là. Puis là, ben, il prenait des gars, c'était à Montréal, comme des gars des loisirs, là, pour aller lutter pour lui, monter ses programmes. Mais le premier contact que j'ai eu avec Antonio, il me dit viens ici, toi. Alors, je m'amène. Il dit je m'en vais lutter à Granby, puis j'ai besoin d'un gars comme toi. J'en ai déjà 3 barbus, et toi, c'est le 4e. Alors, on a commencé à parler, on a jasé. Il dit moi, c'est juste un jeu. Vous allez me sauter dessus. Puis, mais je savais qu'il grimpait dans les câbles. Alors, je me suis dit, écoute, si tu tombes sur moi, tu m'écrases. Alors, il n'y a pas de question. Elle était fâchée un petit peu, et puis on a jasé un petit peu, puis je suis reparti, puis lui, de son bord aussi. J'ai vu à Québec, mon Colisée de Québec. Kowalski puis Édouard Carpentier ont été là un soir. Je pense qu'il y avait aux alentours de 500 personnes. Antonio y était lui-même, qui l'a promoté, puis il a rentré 4000 personnes. J'ai déjà vu des places qu'il criait à l'arbitre de faire là, fais monter le monde avec, fais monter le monde. Monter des spectateurs dans la reine pour aller tirer sur lui. Par contre, ça finissait toujours en queue de poisson parce que Antonio, il faisait toujours le dernier combat, il faisait la finale. Puis c'était pas un gars pour faire une finale, c'était pas un gars pour quelque chose. Antonio, c'était pas un lutteur. C'était un homme fort, ça. Mais c'était pas un lutteur. Quand tu le vois évoluer au tout début, bon, il a l'air à s'installer dans le mainstream de la lutte, mais tranquillement, pour des raisons, je sais pas pourquoi, ce milieu-là ne va pas devenir son milieu majeur d'activité. Ça lui a donné le goût du spectacle. Il a rencontré beaucoup de célébrités, de stars dans tous les milieux. Et là, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et de créativité pour lui-même, ce que peu de gens qui ont un talent moyen, une taille moyenne, vont pas nécessairement être confrontés à mobiliser autant d'originalité pour se tailler une place. Parce qu'il aurait pu devenir une bête de cirque qui se taille pas de place dans la vie sociale. Hein, au contraire, il va voyager, il va être reconnu. Il a passé beaucoup de temps au Japon. Les Japonais aimaient ça. Je sais pas s'il ressemblait à Godzilla, je sais pas. Les Japonais l'adoraient. Même d'après ce qu'on a mis, l'autre lutteur me dit, ils ne payaient pas beaucoup. Ils l'ont exploité, eux autres aussi.
Je sais qu'il a passé beaucoup de temps là. Quand j'étais jeune, je me souviens, on avait des photos d'Antonio en train de lutter contre 10 Japonais en même temps, en train de lever des autobus japonais. On voyait ça dans les journaux. Il m'avait dit que les petits Japonais, il avait aimé beaucoup parce qu'il était tellement grand et il a fait des luttes avec peut-être 10 Japonais à la fois dans un ring comme ça. Et, il aime beaucoup l'attention. Toujours l'attention sur lui. Et moi, quand j'ai tiré 4 autobus à Tokyo, avec tout le monde dedans, de la ville de Tokyo, il y avait 5 millions et demi de personnes un soir. Il y avait tous les journalistes qui étaient là, toutes les télévisions étaient là. Alors, ça veut dire que je suis plus populaire que le pape. Antonio, il a aussi eu une sorte de carrière dans le cinéma. Il a joué dans plusieurs films. The Abominable Snowman, Quest for Fire, and 20th Century Chocolate Cake. Qui avait été approché pour jouer dans des films à Hollywood. Il était allé faire un film, puis il s'était rendu compte que c'était pas son milieu. Il avait décidé de partir et s'en aller. Antonio avait compris l'impact qu'une image, l'impact qu'une photo peut avoir dans le monde. C'est quelqu'un de très photogénique, même si c'est pas nécessairement quelqu'un de beau. C'est pas nécessairement une beauté plastique, mais il y a un visage très expressif, un corps qui parle beaucoup. Fait que pour un photographe, c'est fantastique d'avoir une personne comme ça qui est prête à poser pour lui. Grazie, grazie alla fotografia, grazie, grazie. La chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est sa façon de se mettre en lien avec des vedettes. Alors, comment il jouait du coude pour se retrouver avec des vedettes, qu'il les ramasse, puis quelque part, c'était un clin d'œil pour la vedette, puis c'était un clin d'œil qu'il faisait connaître. Il m'a demandé si je voulais aller le photographier avec Mireille Mathieu à Place des Arts. Moi, j'ai dit, bien certain que je vais y aller, ça me fait plaisir d'aller photographier ça. Il n'y avait pas de rendez-vous, lui, il prenait une chance d'aller là. Fait que là, je dis, comment tu vas faire pour avoir accès à elle? Ben, tu vas voir. Fait que là, il a sorti une de ses cartes, de ses photomontages, où il y avait toute sa photo de lui qui tirait un autobus, j'imagine, je sais pas trop, quelque chose du genre. Puis là, il a donné ça à quelqu'un qui travaillait à la Place des Arts en lui disant d'aller porter ça à Mireille Mathieu, qui voulait avoir. 5 minutes après, Johnny Stark, le gérant de Mireille Mathieu, est venu nous chercher dans le stationnement, Antonio puis moi, puis nous a emmenés dans la loge de Mireille Mathieu. Puis là, on a pris 3-4 photos. Ça a duré à peu près 30 secondes. Puis merci, bonsoir, on est reparti. Il y a tout un côté là, où il crée des liens sociaux avec sa force. Il se fait apprécier, tantôt aimer. Et ça, je trouve que c'est un talent. Et c'est sa force interne, si tu veux. Ça, c'est la photo avec Grand Antonio et Sophie Loren. Photo avec Johnny Carson, grand vedette numéro 1 de la télévision américaine. C'est le premier ministre du Canada, Brian Mulroney. L'ex-ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau. Grand Antonio avec Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo. Sergio Leone, Lee Major, l'homme de 6 millions. Nana Mascuri. Mamma mia, Grande Antonio! Pour lui, les photos de lui avec des vedettes ou les photos de lui qui tirait un autobus, c'était des preuves irréfutables de sa notoriété, de sa puissance mondiale. Per un bacio d'amour. Merci beaucoup, madame et monsieur. Va venir après une pause commerciale. Cut over. Antonio, tu in che paese sei nato? Io sono dell'isola di Lusingrande, della provincia di Istria, si vuol dire dopo Pola e Fiume. Prima era Italia, adesso è Jugoslavia. Adesso è Jugoslavia, perciò sei slavo tu, ecco, d'accordo. Beh, sono sempre sei italiano, sempre sangue italiano. D'accordo. Antonio m'avait dit que, je crois que peut-être il était yougoslave, mais il m'avait dit qu'il avait travaillé comme bûcheron à Italie Nord. Et quand il était jeune, j'ai une photo, il m'avait donné de lui quand il était jeune, et très beau.
très fort. Antes de venir a América, una señora escultora le pedía para modelar, porque como un muchacho joven, fuerte, entonces la señora escultora le pedía para que posara en su estudio, entonces con eso se hacía la plata. Il avait vécu la guerre. Son grand ami, l'ancien lutteur de Chic, nous dit qu'il est arrivé quelque chose pendant la guerre parce qu'il se méfiait de tout et de tout le monde. Il a aussi dit qu'il était déjà allé au camp Napoli Bagnoli, le camp des réfugiés. Il y est resté pendant 2 ans. Ça veut dire, ma génération, ça vient d'un petit village du nord de la Sibérie. Ça veut dire 350 de population. Alors moi, il a immigré dans la Yougoslavie, maximum dans l'Adriatique, un petit île, 860 de population. Antonio, il sort d'une famille de Sibériens et qui ont immigré dans le nord de l'Italie. Il me disait, je n'ai pas d'éducation. Je n'avais pas d'argent pour aller à l'école, ni au collège, ni à l'université, comme les gens du Canada le font de leur enfance. Ma famille était très pauvre. Et j'ai essayé souvent de lui poser des questions sur sa vie personnelle, son enfance, mais il répondait rarement sérieusement. Et comme si j'avais demandé s'il y avait des enfants, puis il m'avait dit qu'il y en avait partout dans le monde. Alors je lui ai demandé, Antonio, dis-moi la vérité, combien de frères, de sœurs ou de femmes et d'enfants as-tu? Il a simplement éclaté de rire. Puis, il est devenu calme et son visage très triste. Je lui ai demandé si quelque chose lui était arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'a jamais répondu à ma question au sujet des membres de sa famille et s'ils étaient toujours en vie ou non. Toutes les recherches qu'on a faites n'ont rien fait ressurgir. Mais on sait qu'il a un frère à New York qui a lui aussi eu une sorte de carrière de lutteur. Pour je ne sais pas quelle raison, il y a des sujets qu'il ne voulait pas aborder. Des coins de son passé, des pages qu'il ne voulait pas rouvrir, des souvenirs dans lesquels il ne voulait pas aller fouiller. C'était douloureux pour lui. Il était en vérité un homme très simple. Je veux dire, d'une façon très terre-à-terre et pleine de bon sens. J'ai peut-être vu un côté de lui que pas beaucoup de gens ont vu. C'est arrivé des fois que j'ai vu dans ses yeux, tu sais, qu'il était sensible puis qu'il était généreux. Il m'emmenait manger un smoke meat chez Ben's. Il a fait payer l'addition. Tout son argent, une grande partie de son argent qu'il avait gagné par là, et il achète des choses d'alimentation et donne au monde, aux pauvres. Puis, il m'emmenait ensuite au restaurant Don's au coin des rues Sainte-Catherine et Metcalfe, où il me payait un autre sandwich. Surtout des enfants, les suivent comme une caravane. Puis il les donne à manger. Là. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, puis enfin. Et quelquefois, nous sommes allés chez Joe's Steakhouse et il m'offrait un steak. Je le trouvais très généreux. Je lui ai demandé pourquoi, Gran Antonio, fais-tu tout ça pour moi? Parce que je t'apprécie. Il croyait au pouvoir de sa force. Il croyait au pouvoir de son amitié. Il croyait au pouvoir de son amour, de sa compréhension, de sa compassion. Il me téléphonait souvent chez nous aussi. Puis quand j'étais pas là, j'habitais avec ma sœur. Quand on n'était pas là, il parlait au répondeur. Mais si on était là, il parlait à n'importe qui répondait. C'est lui qui m'appelait parce que moi, si je voulais l'appeler, il fallait que j'appelle chez Dunkin' Donuts puis que je laisse un message. Fait que je l'appelais très peu souvent. Lui, par contre, me téléphonait toutes les semaines, des fois 2-3 fois par semaine. Des fois, c'était comique. Des fois, il me téléphonait pour me dire qu'il n'avait pas le temps de me parler puis qu'il était pour me rappeler. Le grand Antonio ne parlait pas souvent, mais pensait chaque mot.
Tout ce qu'il disait, en anglais autant qu'en français, je le comprenais, voyez-vous. Il m'impressionnait, il m'inspirait. On était devenus comme amis, pas vraiment une amitié comme avec mes autres amis, là, mais j'étais attachée à lui. Je trouvais attachant. Moi, je le considérais comme un ami. Je le considérais comme un ami, puis c'est vraiment... Même si c'était un ami qu'on n'allait pas prendre une bière ensemble, on se racontait pas nos petits bobos, on avait quand même une relation amicale, puis c'est à son décès que j'ai constaté que finalement, c'était mon ami que je voyais le plus souvent. Peut-être que je le voyais un peu comme un grand-père que j'avais jamais connu. Ce qu'on pourrait dire sur Antonio et sa vie amoureuse, c'est qu'il avait un cœur très tendre. Il aimait beaucoup les femmes. Quand j'essayais de parler des femmes, soit qu'il n'y avait pas de femmes, soit que toutes les femmes étaient folles de lui. Il était très poli avec toutes les femmes. Il aimait les femmes, surtout celles qui étaient corpulentes. Si une femme ronde s'assoyait près de lui, il vous tassait de là pour pouvoir continuer à lui parler. Je travaillais au dimanche matin, puis je me rappelle qu'il venait toujours avec sa femme Janine, porter sa publicité, ses photos, les places qui n'étaient pas luttées. L'histoire d'amour avec Janine, c'était quelque chose qui l'avait pris vraiment au cœur. C'était un gros nono, c'était un agneau avec elle. Mais c'était une bonne personne. Janine aussi, c'était une personne qui était numéro 1. Elle s'est occupée de lui au bout. Puis quand il se faisait conduire par madame, il y avait une vieille Lincoln rouge décapotable, t'es assis en arrière, puis madame conduisait, puis le grand Antonio envoyait des tatas à tout le monde. Il adorait cette femme. À l'époque, quand il était avec, on voyait jamais Antonio sans elle. Antonio était toujours avec. Elle allait n'importe où. C'était elle qui était le brain de l'affaire. C'est elle qui ramassait les recettes après un convoi de lutte. Elle avait une maison, je me rappelle bien, sur la rue Bordeaux. Et puis, elle avait fait une chambre spécialement pour lui, pour sa douche. Il y avait plusieurs pommes de douche, ses murs, là, puis là, c'était sa douche. Il la suivait comme je dirais, un enfant suit sa main. Elle faisait ce qu'elle voulait avec, comme ça, il la suivait. Je pense qu'il y a un moment donné, ils se sont laissés, puis ça a dû le marquer beaucoup. Elle l'a quitté pour un autre lutteur qui travaillait sous le pseudonyme de Monsieur XX. Quand il l'a perdu, là, c'était fini. C'était elle, en affaires, elle était vite, elle très vite. Ça a été tellement douloureux pour Antonio qu'il ne pouvait plus en parler d'elle. Et quand les gens posaient des questions sur elle, des journalistes ou d'autres personnes, ils disaient simplement qu'elle était morte. Il n'a jamais voulu aborder le sujet avec moi. Là, je disais, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils t'ont vu, que tu avais une femme. Tu sais, t'en as eu une femme. Dis-moi pas que t'en as jamais eu. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment qu'il y a il devient de plus en plus marginal. Il va plus vraiment s'occuper de lui-même. Il va s'occuper avec beaucoup de diligence sur son travail artistique, par exemple, ou sur d'autres éléments. Now, I want to fight Muhammad Ali for $100 million, anytime, anywhere. Hey, come on! I want to break him to bits. I want to make hamburger with Muhammad Ali. Comme n'importe qui, on a un destin particulier quand tu nais, mais surtout, tu as un destin particulier quand tu nais géant. C'est un géant. Et quelque part, par rapport à la norme moyenne, c'est un monstre. Antonio, il se voit d'abord comme un homme préhistorique et ensuite comme un homme de l'espace, comme un extraterrestre. Ma force, ça vient des planètes inconnues, extraterrestres. Une vieille femme de 195 ans me l'a dit que ma force, ça vient des planètes, des zooplanètes. L'extraterrestre, les soucoupes volantes
Et je te trouve que ça parle de son sentiment d'étrangeté dans le monde avec la taille qu'il avait. Ça expliquait pour lui quelque chose d'assez triste, d'être vraiment unique, vraiment différent des autres, ne pas pouvoir partager avec les autres. L'image qui m'est venue par rapport au grand Antonio, c'était Gulliver au pays des Lilliputes. Mais lui, c'est Gulliver et nous, on est Lilliput. Le monstre, je le vois pas. Je vois un homme ordinaire qui, à la fin de sa vie, pour donner du spectacle, s'est laissé pousser les cheveux puis la barbe. Tu vois un jeune immigrant russe qui arrive, ou yougoslave, on ne sait pas. Je vois ça, fait fort, très fort même. Puis, non, je vois un homme ordinaire, fragile, angoissé. Il y a quelque chose d'assez saisissant, c'est qu'il dit que sa femme, elle avait perdu 2 enfants, des fausses couches, qu'il n'a jamais pu avoir des enfants. Et le médecin lui avait dit que c'était parce que son sang était trop fort et qu'aucune femme ne pouvait porter ses enfants. Je ne pense pas que médicalement, ça soit vrai, mais quand même, lui, il a pris ça à cœur et il a fait l'association avec sa force extraterrestre et qui ne pouvait pas se mélanger avec les êtres humains, mais jusqu'à biologiquement, il ne pouvait pas se mélanger avec nous. Il ne prend jamais le métro parce qu'il a peur que s'il tombe, s'il est sur un escalier ou quelque chose comme ça, s'il tombe, il va tuer tout le monde dessus lui. Et là, c'est vraiment un peu lui, il est très conscient de ça. Les choses que j'ai trouvées intéressantes du grand Antonio, c'est sa capacité de création, parce qu'il faisait ses collages. Puis ça, ces collages-là, ça m'a fait penser aux artistes qu'on appelle les artistes de l'art brut. C'est des gens qui, par rapport à la norme sociale, ont des fonctionnements étranges. Certains sont carrément catalogués socialement comme dysfonctionnels, mais ils ont une capacité de création remarquable. Il avait beaucoup d'humour avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand il a fait ce qu'il appelait la toilette télévision, il y avait aussi cet événement où il avait créé une immense chaise berçante. Antonio is... I'd like to make only 1 second, one little sound, little bit, 1 second. Okay, very gently. No, no problem, no problem. You want to see. Viva Las Vegas. Oh. Careful, Antonio. That was my throat. Okay. Very nice, Antonio. Very nice. Careful with the guitar. Il avait le sens vraiment du spectacle et de l'extraordinaire. Je pense qu'en tant qu'artiste, il comprenait l'avant-garde et que les humains étaient fascinés par celui qui pouvait s'extraire de cette vie et faire quelque chose de différent. Et puis lui, sa différence, évidemment, elle était jusqu'à dans son corps. Toute sa vie, je trouve le grand Antonio a fait de lui quelque chose d'une création. On voit ça avec ses cheveux à la fin de sa vie. Toutes les cheveux à moi. Ouais. Pour ça. Non, les jambes, les cheveux. C'était ce qui était maintenant devenu sa caractéristique, ce qui le rendait unique au monde. Même si je disais encore l'homme le plus fort du monde, il ne devait plus penser qu'il était l'homme le plus fort du monde, puis il faisait plus de tour de force. Lui-même devient un objet d'art brut. Pour moi, ce que j'ai trouvé le plus manifeste, c'est quand il joue avec ses cheveux puis qu'il rentre les tiges de métal dans ses cheveux. Puis là, ça devient une espèce de E.T. géant. C'est comme des antennes. Il se connecte avec l'au-delà. Mais à un moment donné, ça devient ses bâtons de golf. Regarde la balle là, la balle. Oui. Qui va chercher la balle? C'est moi qui va chercher.
l'échevin universal numéro 1, le grand Antonio. Oui, il y a un côté surréaliste, en 3 dimensions. Il y a le côté surprenant. C'est assez amusant parce que, d'une certaine manière, Antonio, il est à la fois en avance puis en retard. C'est que, d'une certaine manière, il arrive avec le look de la fin du 19e siècle, avec des cheveux longs et une barbe comme un homme des bois. Hein? Puis, je veux dire, il arrive dans une époque de clean cut. Tu comprends? C'est l'époque des années 50. Puis, la fait qui est la plus drôle, c'est que à la fin des années 60, c'est-à-dire vers 1970, au fond, il n'y a personne qui remarque Antonio. Il n'a pas les retenues que la plupart d'entre nous, en vie collective, sociale, on aurait. Il ne l'a pas. Alors, il y a un jaillissement spontané, intéressant, très, très créatif, qui le rend encore, tout au long de sa vie, pour moi, très attachant. Il y a une caractéristique tout de même assez étonnante, parce que la plupart des hommes forts, ils n'ont pas fait eux-mêmes leur mise en scène. Ils ont été pris en main. Alors, dans son cas à lui, il y a un côté autodidacte, il a fait sa propre promotion, il l'a fait de façon, je dirais, poétique. Surtout été un génie du marketing, là, de la self-promotion. We are the world. We are the children. We are the biggest. Dans les dernières années, ces collages sont devenus de plus en plus importants. C'est quelque chose qui a commencé très tôt, quelques années après la bombe atomique. Antonio était au Japon. Il fait une sorte de mise en scène sur le ground zero de la bombe atomique à Hiroshima. C'est l'Antonio l'acteur, mais aussi l'Antonio compassionné. Pour moi, cette image-là, c'est le début de son travail artistique aussi. C'est que déjà, il commence à combiner son image avec des paroles qu'il va insérer dans la photo. Ici, on voit une série qui est une de mes séries préférées dans le travail d'Antonio. Dans la première, on voit à la droite des vaisseaux spatials, Apollo, on voit une comète qui passe, on voit la Lune pendant une éclipse, des planètes. Après, on avance, puis il mélange de plus en plus de mots. Par exemple, le bus ici, il disparaît au fur et à mesure qu'on va avancer. Puis, arrivé à la fin de la série, il ne reste plus que la tête d'Antonio, et puis quelques petits indices des drapeaux, des autres images qu'il y avait avant. Je vais juste lire un petit peu ce qu'il y a là. Animal, royal, famous, colossal, primitive. The symbol of infinity, Nagasaki. Invisible, Eskimos. Moon, Barnabas. Extraterrestrials. Eternal life exists. Un peu avant le 7 septembre, je l'ai appelé. Je lui ai laissé un message au Dunkin' Donut. Il n'avait pas le téléphone. Je devais l'appeler là-bas. Et lui s'y rendait pour prendre ses messages. Allô? Il m'a rappelé. Il m'a dit qu'il allait venir avec moi au Festival des films du monde le 7 septembre. Le grand Antonio avait été là l'an prochain. Il disait que son bureau, c'était le Dunkin', là. Merci, mon bureau ici, Dunkin' Donut. Salut, bonne chance. Il ne s'est pas présenté. J'avais les billets. Mais il y a un an, on a rénové. Fait que la compagnie a exigé qu'on le mette dehors du Dunkin'. Il y avait certaines plaintes vis-à-vis de lui, là. Mais c'était une très bonne personne, puis ça m'a dérangé de... Parce que il fallait que je fasse point de vue de commerce. Ça n'a pas empêché qu'il a continué à rester là, dans un certain dépouillement, tu sais. Et il y a un petit côté Saint-François d'Assise chez ce gars-là.
J'ai été secoué qu'il ne soit pas venu. Quand il promettait quelque chose, on pouvait compter sur lui. Peu importe de quelle façon il devait s'y prendre, il était toujours là. Ben avant, il était souvent dedans, puis il recevait son journal, puis il lisait le journal, puis après ça, il s'en allait dehors. Fait que le patron a accepté qu'il y ait un banc dehors, qu'on aille le servir, mais dehors. Alors, le matin suivant, le 8 septembre, je suis allé au Dunkin' Donuts pour lui demander ce qui était arrivé et pourquoi il n'était pas venu. J'y suis allé et c'est là que la serveuse m'a dit qu'il était décédé la veille. La dernière fois que j'ai vu Antonio, c'est 2 jours avant qu'il meure. Je suis allé le voir pour qu'on prenne nos billets de loterie hebdomadaires. Puis avant de partir, je me suis dit, on sait pas c'est quand qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois. Fait que j'ai décidé que j'amènerais ma caméra puis que je prendrais quelques photos. J'étais complètement dérouté. J'étais sous le choc. Parce que je ne l'avais jamais vu aller à l'hôpital ou avoir besoin de soins médicaux. Et tout d'un coup, j'apprenais qu'il était mort. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. J'étais complètement perdu, émotionnellement. Je tremblais de tout mon être. Je n'arrivais pas à dormir, car je ne savais pas ce qui arriverait, puisqu'il n'avait pas de famille. Moi, je le voyais moi-même comme une sorte de saint moderne. Quelqu'un qui avait une telle largesse d'esprit, qui était ouvert à tout le monde. Et assis à son banc, n'importe qui pouvait s'asseoir avec lui. C'était une personne plutôt importante. C'était comme une attraction. Alors, c'est un bon monsieur. C'est pas un crétin. Le monde, il voyait sa rue, il parlait avec... Par les manques de soins qu'il apportait à sa personne, il paraissait comme un itinérant, comme un clochard. C'est que pour distribuer ses œuvres, il était constamment assis sur des bancs dans les endroits stratégiques de la ville. Mais il mendiait pas. Il avait quelque chose à offrir aux gens. Ah ouais. Les petits-enfants, il leur donnait des photos aux enfants. Tu sais, il vendait ses photos, hein. Mais bien souvent, les enfants, il n'y avait pas d'argent. Il avoir une photo pour son Antonio. Il prenait une photo, puis il leur donnait. Antonio habitait en face du Dunkin' Donuts. Ouais, il habitait à côté de 23 ans. C'était un logement d'une pièce et demie, sans meubles, avec des gros sacs remplis de souvenirs, plein de choses que j'aurais aimé qu'il me raconte. Il m'avait dit qu'il n'a pas dormi dans le lit. Il a dormi sur le plancher. Je crois que c'est peut-être qu'il avait peur de craquer le lit ou de détruire le lit. J'ai dit, pourquoi, grand Antonio, tu dors sur le plancher? Il disait qu'il n'aimait pas les lits. C'était un gars qui était finalement bien dans son monde, qui voulait pas être bousculé, puis qui voulait surtout pas déménager, puis changer trop de choses à sa vie. Juste la rendre un peu plus confortable, j'imagine, mais il voulait pas s'en aller ailleurs. Il était bien ce qu'il était. Tous les gens du quartier, spontanément, ont amené des fleurs et des petits objets. Ils ont couvert son banc de ces fleurs et de ces objets. Ce qui est plus touchant quelque part que ce qui s'est passé dans l'action officielle, c'était vraiment un élan du cœur du peuple, c'est de venir au site même où il était et puis rendre hommage. J'ai été très bouleversé quand j'ai lu la chronique de Ronald King dans la presse, laissant savoir que le grand Antonio, il s'en allait dans une fosse commune à Laval. Alors, ce matin-là, ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, c'est impossible. M. Poirier était très touché par le fait que c'est quand même un personnage qui a touché beaucoup de gens, puis que sa vie était pour se terminer comme ça. Eh bien, il aura pourtant des obsèques décentes grâce à des dons du public. D'ailleurs, des dizaines de personnes lui rendent un dernier hommage depuis ce midi. Mélanie Bourgeois, vous êtes là-bas. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Bien, jusqu'ici, Simon, il y a à peu près 400 personnes qui ont signé le registre à l'entrée du salon. Alors, effectivement, c'est pas mal de monde. Un peu avant 10 heures, la porte s'est ouverte pour le grand Antonio.
Je me suis agenouillé, j'ai prié pour qu'il repose en paix. Puis les gens commençaient à entrer. Et ensuite, ce fut le tour des médias. La grosse décision qu'on a eue lorsqu'on a organisé les funérailles, c'était est-ce qu'on donne accès aux médias? Normalement, on sait, jamais les médias ont eu accès au salon funéraire. Là, on s'est dit, écoutez, si après notre mort, on peut voir ce qui se passe, il va être heureux. Il va être heureux, il va se dire, écoutez, les foules sont venues jusqu'à ma mort. Puis même les médias ont continué à parler de moi, donc j'ai réussi. J'ai réussi jusqu'à la fin. Quand je suis allé à ces funérailles, il est passé, là, le temps que j'étais là, à peu près dans la journée, au moins 3000 personnes. Ça, c'est comme... Il y a bien des politiciens qui meurent, qui n'ont pas cette tribune-là. Moi, c'est surtout les gens qui venaient de partout à travers le Québec. Des gens qui avaient 30, 40, 50, 60 ans, de toutes les couches de la société. Des parents qui se sont déplacés avec leurs enfants, puis là, ils étaient exposés dans sa tombe, puis les enfants disaient « Ah, ben le Père Noël est mort ». Des gens qui sont arrivés en cravate le soir après 5 heures, d'autres gens qui arrivaient en suivi de course le matin à 9 heures. Alors, tout le monde l'aimait, ou tout le monde était touché à sa façon. Ce type-là, on ne peut pas l'effacer. C'est une histoire urbaine où le Grand Antonio, parce qu'il a vécu à Montréal, donc c'est une histoire urbaine, mais en même temps avec un attachement et une sensibilité qui n'a rien à voir avec la vie urbaine. Lorsque j'ai reçu un appel aussi du LA Times, mais là, j'ai dit, écoutez, c'est plus que local, cette histoire-là. Je ne veux pas en faire un mythe, mais je trouve que le symbole est fort, il est puissant, puis il est cohérent, puis qui est efficace pour dénoncer un laisser-aller d'une société d'abondance comme la nôtre qui ne respecte pas les gens qui sont en dessous puis qui n'ont pas d'avenir. Il a marqué définitivement la ville de Montréal. C'était un personnage pas comme les autres, puis tu n'en reverras jamais un autre. Peut-être que je me reconnais dans un gars comme ça qui n'a pas voulu marcher dans la ligne. La semaine passée, nous avons initié la création d'un monument dédié au gros Antonio qui nous a quittés. Armand Vaillancourt nous a généreusement donné la sculpture. Vive le Grand Antonio! Et le conseiller municipal nous a généreusement donné le terrain. Donc, on peut déclarer ce bout de gazon ici généreusement donationné par la ville pour placer la statue, le monument du Grand Antonio. Je vous le déclare. On voulait tous faire quelque chose. Puis là, ça s'est matérialisé avec cette émission-là. Puis un petit peu les citoyens qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est ça, la pièce. Donc, ça a 20 pieds d'eau. Et l'ombrage, je vais la présenter, je ne sais pas, là, comme c'était mon pouce ici, là. Mais je vais la faire en long. Une statue d'Antonio au Parc Beaubien, à 2 pas de chez lui. Tout le monde serait content, je suis sûr. Moi, je serais content. C'est pas juste Antonio qu'on honore. On honore tout le monde aussi. On honore les gens ordinaires, ceux qui combattent. C'est ceux qui essayent de vaincre un peu les préjugés, un petit peu les immigrants, un petit peu, beaucoup les marginaux. Je vais la sortir, cette photo-là, et la placer comme un Grand Antonio qui a passé au travers de cette plaque d'acier-là. Mais je vais le faire très élégant. Parallèlement, la marde pogne dans le journal du 21 mars. Non au monument du Grand Antonio. Un exhibitionniste de goût douteux et un forain ambulant. Ronald King lui rétorque « De quoi je me mêle? » Le Grand Antonio était la présence pas ordinaire dans nos vies très ordinaires. Les dernières années de sa vie, il a vécu là. Alors, je pense que ça semble logique que les gens peuvent aller voir le monument. Et ça va continuer sa légende, ça va faire en sorte de perpétuer sa légende. Les gens vont parler encore du Grand Antonio lorsqu'on sera mort. En anglais, on dit « he did it his way », c'est l'immigrant qui est arrivé ici, qui a combattu les éléments. Puis là, on peut tracer la ligne avec toute notre histoire d'hommes forts au Québec, hein, quand on parle de Joe Montferrand, Louis Cyr, Jean Beaupré, tout ça. On a un lien très fort avec ces gens-là parce qu'on se reconnaît dans nos héros populaires. Puis dans les derniers Québécois, ben c'est les immigrants. Puis par excellence, il y avait le Grand Antonio. C'était le dernier des bons géants, d'une certaine manière. Ce qui fait que lorsqu'on le voyait traverser la rue ou sur la rue, dans un état un peu pitoyable, la réaction aurait été beaucoup plus de lui envoyer la main.